La Seconde Guerre mondiale s'immisce dans la vie quotidienne des habitants de la Vesle. En 1940, l'offensive allemande fait vaciller les Alliés, les Allemands envahissent la France et la ligne de démarcation divise le pays en deux. Pour certains, c'est le début de l'exode. Pour d'autres, c'est le début de la lutte. En 1940, M. de Gaulle a appelé tous les Français à se grouper autour de lui et de ses idées. Là, c'est donc en 1940, l'arrivée des Allemands en moto dans la cour de la ferme. Ça, c'est un souvenir qui m'est resté. Le 11 novembre 1942, les Allemands franchissent la ligne de démarcation et pénètrent en zone libre. Le régime de Vichy devient alors un outil du pouvoir nazi. Les habitants voient leur liberté réduite au minimum et la résistance s'intensifie. À Mâcon, les Allemands défilent dans les rues en chantant. En 1944, à l'aube de la libération, le territoire n'est pas épargné par les drames. Les quelques témoins que j'ai pu filmer se rappellent des événements tragiques de Cormoranche, de Vona, de Mézeria, Saint-Cyr, Crotté ou Pont-de-Vesle. Ces histoires vécues, ces histoires transmises, donnent à la libération un goût amer, loin de ce que j'imaginais, loin des moments de joie et de soulagement. Ces voix portent la mémoire de héros de tous les jours, le chagrin d'avoir perdu un des leurs. À partir de 1943, l'armée secrète de l'Ain s'organise. La Vesle fait partie du secteur de Châtillon, au nom de code Cristal 8. En juillet 1943, c'est sur les communes d'Ilia, Suligna et Saint-Julien-sur-Vesle que le maquis du Grand-Bois est fondé. Créé le jour du débarquement des Alliés en Sicile, il s'appellera donc le camp de Catane. Ils allaient à Saint-Julien-sur-Vesle, dans les bois. Ils avaient installé des... Ça me gêne de dire ça parce que j'avais toujours gardé le secret. Ils avaient tiré des toiles de tente comme un camping. Et ils habitaient là-dedans, puis petit à petit ils se sont améliorés. Ils ont été couchés dans des fermes qui étaient patriotes. Et puis, à la fin, ils étaient presque tous dans les bois. Ils ne sortaient pas des bois. Pas beaucoup. C'était dangereux. Il y avait de nombreux maquis qui étaient installés dans l'Ain, plutôt du côté du Bugey, à cause de la zone montagneuse qui s'y prêtait bien, mais également dans le Val-de-Saône. D'une part, il y avait beaucoup de parachutage, parce qu'il y avait des grandes prairies qui facilitaient le parachutage des avions anglais notamment, qui venaient parachuter des armes, du matériel, de la propagande, au profit de la résistance française. Et d'autre part, il y avait donc des maquis qui s'étaient installés dans les bois, notamment à partir de 1943.
puisque le STO, Service du travail obligatoire, avait institué cette obligation pour les jeunes gens français d'aller travailler en Allemagne, et beaucoup n'ont pas voulu rejoindre l'Allemagne par patriotisme, et donc simplement se sont cachés dans les bois, et notamment à côté de Vona, il y avait le bois d'Ilia, les bois d'Ilia qui abriquaient un maquis très important. Les rangs de résistants grossissent. Les premiers opposants au régime nazi étaient souvent des personnalités publiques, engagées, communistes ou socialistes. En Vesle, ils s'appelaient Armand Veil ou Paul Morey. Alors mon grand-père était laitier à Pont-de-Vesle. Il était impliqué dans le Parti communiste. Il écrivait des articles de journaux. Il a été arrêté une première fois en 1940 pour propagande communiste. Et il a été jugé une première fois en février 1941, où là, il a pris 15 mois et 100 francs d'amende. Et il a été jugé une deuxième fois au mois de mars 1941, sans que ma grand-mère en soit avertie. Il a été emmené dans la prison de Chambéry, à Chambéry, et de là, ils ont été 6 prisonniers, se sont évadés. Et ensuite, les personnes de Coise Saint-Jean-Pied-Gaultier les ont recueillis, les ont cachés. De ce fait-là, après, il y en a d'autres qui sont partis. Mon grand-père a continué. Il est allé sur Argentine, en Savoie, où là, il a officié dans la Résistance, et il a officié sur la Tarentaise et la Maurienne. Donc après, il a été arrêté par dénonciation, évidemment. Il a été emmené à la prison de Montluc. Et là, en 1944, il a été torturé parce qu'il voulait qu'il parle, puisqu'il savait beaucoup de choses. Et donc, on a des témoignages d'un monsieur qui dit qu'il l'a vu dans ces derniers moments où il était très abîmé et où il a juste eu le temps de lui dire qu'il avait rien dit. Et dans un autre témoignage, on a les tortures qu'il a eues, qu'il a subies. Et ma fille, quand elle a lu ce témoignage, elle en a pleuré. C'est vraiment des tortures, c'est inimaginable. Les résistants sont de toutes conditions sociales, de tout âge. Ils risquent leur vie pour défendre leurs idées, leur liberté. À Vona, le 12 juin 1944, la milice et les Allemands, munis de listes avec des noms, n'hésitent pas à abattre de sang-froid 12 habitants, dont Gilbert Lafay, alors âgé de seulement 18 ans. Et je suis le neveu de Gilbert Lafay, qui a été fusillé le 12 juin 1944 lors de l'incursion de la milice et des Allemands à Vona. J'ai plein de souvenirs qui m'ont été laissés aussi bien par mes parents que par mes grands-parents. Plusieurs centaines d'Allemands sont arrivés à Vona et ont commencé à commettre des exactions à l'entrée de Vona, dans le village de Vona. En continuant leur périple, ils sont tombés sur mon oncle Gilbert ainsi que Maurice Tripot, qui se cachaient dans le cimetière de Vona. Mais ils n'étaient pas armés. Ils ont été emmenés derrière le cimetière. Ils les ont fait se mettre contre un mur. Ils voulaient les mettre visage contre le mur, mais ils ont refusé. Ils ont donc été mis face à face. Et de là, presque à bout portant, ils leur ont tiré dans la tête. Et mon oncle a été pendu à l'extérieur de la maison.
Il a été pendu par après une fenêtre et ils ont mis le feu à la maison. Je suis la fille d'Armand Veil, résistant, assassiné par les Allemands le 19 août à Saint-Clément. Il était, au moment de sa mort, il était maire de Crottet. Il était même accusé dans Pont-de-Vel de répandre la mauvaise parole contre l'État français qui était à Vichy. Alors qu'Armand Veil déclare « La Légion, ça ne marchera pas. En tout cas, à Crottet, moi je m'en charge. » Fin août 1941, on assiste au premier anniversaire de la Légion française des combattants et des volontaires de la Révolution nationale. Cette organisation, créée par le maréchal Pétain en 1940, ne fait pas l'unanimité au sein des anciens combattants. Grande rue à Pont-de-Vel, en marge du cortège, on entend chanter l'Internationale. Donc il y avait une grosse pression ce 19 août. D'abord les Allemands grouillaient à Mâcon, partout. Des personnes sont venues demander à mon père d'aller chercher de l'essence. Mon père a dit, bon, il faut y aller, on a besoin de cette essence, donc voilà, j'y vais. Et voilà, les Allemands. Alors, il a tiré, ce jeune, je crois, Éloi Pichon, si mes souvenirs sont bons. Il a eu peur, il a tiré, et les Allemands ont tiré. Mon père s'est sauvé, il était à 2 pas d'une petite impasse à Saint-Clément, et l'artère fémorale, il n'y a pas eu de... Voilà. C'est ma grand-mère paternelle, donc la mère de mon père, traversant ce qu'on appelait le chantier, parce que mes grands-parents avaient une affaire de matériaux de construction, donc il y avait un grand espace avec des tuyaux, du ciment, enfin, et un gros tas de sable. Et nous étions, mon frère, moi, et le fils de la garde-barrière, si je ne me trompe pas, Robert Denisot. Nous étions à jouer sur ce tas de sable, et ma grand-mère arrivant vers nous, tout de noir vêtu, et nous disant « Mes enfants, vous n'avez plus de père. » Et là, la suite, c'est mon frère aîné avait une carabine en bois, il dit « Mais nous, et puis son Robert, non, on va aller les tuer, les Allemands. » Voilà, c'est à peu près ça, cette journée. Ce souvenir qui me reste. Ensuite, moi, je me vois pleurer pendant quasiment 3 jours. À Cormoranche, à Venat, à Pont-de-Vel, à Mézeria, on essaye de vivre tant bien que mal. Chacun reste sur le qui-vive. Les enfants jouent, mais ne doivent rien savoir. Je comprenais tout ce qui se passait. Et mon père me disait sans arrêt, « Georges, avec les enfants du voisin, allez jouer dans le tas de sable. Vous n'avez pas besoin d'écouter. » C'était ça, ne pas savoir. Quand on était gosse, c'est vrai qu'on répétait après. À l'école, par exemple. À l'école, ouais. J'ai souvenir d'un dîner et où tout d'un coup, ma mère dit à mon père « Sauve-toi, sauve-toi ». Mon père est parti, est passé par la petite fenêtre de l'écurie pour partir se cacher, je suppose.
je sentais que la vie n'était pas tout à fait normale. Il a été emprisonné donc de 1940 jusqu'en 1943. Donc là, c'était pas facile pour la vie de famille. Ma grand-mère, il y avait les enfants, elle était seule puisque sa maman était veuve. Et c'est des gens de Pont-de-Vel, monsieur et madame Butry, qui l'ont beaucoup aidé. Elle faisait des ménages chez eux et ils faisaient manger les enfants. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Moi, j'avais pas tellement de copines. J'avais les copains de mon frère, 8-10 ans, et on faisait la guerre avec les... C'était un peu la guerre des boutons, si vous voulez. On avait des carabines en bois, etc. Dans la ferme où on habitait, il y avait une grande maison. On appelait la maison, parce que c'était la plus grande pièce. Et puis quand on allait dans cette maison, quand on revenait du jardin, nous les gamins, on passait par la porte de derrière, qui était dans le jardin. Et puis elle ouvrait mal, elle fermait mal, ça, elle grinçait. Et puis un jour, je vois mon père, mon papa, qui était en train de raboter avec un rabot la porte. Je lui dis, pas, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je vais raboter parce que la mamie, elle aime pas bien qu'on vienne avec les sabots sales quand on vient du jardin, alors on entraîne dans la maison. Comme ça, elle va plus forcer, vous allez pouvoir l'ouvrir, vous allez pouvoir... Bon, c'est tout. Et puis quand la guerre a été finie, là, il m'a raconté. Il m'a dit, c'était pas pour ça. C'était pour que je puisse me tirer, moi. Parce que moi, j'étais suspect contre les Allemands. Alors, quand il commençait à arriver, il avait des gens qui le prévenaient. Chez mes parents, on avait un tas de gens qui venaient de Lyon, même ils prenaient le train jusqu'à Crèche. Puis après, ils venaient ici, alors c'était presque la première ferme qu'ils pouvaient trouver. Alors il y en avait, ils voulaient ici, ils voulaient... Mais il n'y en avait pas pour tout le monde. Ma mère, elle tâchait de donner peu, mais à tout le monde, quoi. Dans son ouvrage « Histoire de la milice », Jacques Delperrier de Baillac soutient que les exactions de la milice en 1944 sont telles que même Pétain se décide à les condamner en août 1944. De tous les partis et mouvements de la collaboration, la milice est celui qui a laissé le plus sinistre souvenir. Le village de Cormoranche-sur-Saône en sait quelque chose. Moi, je me limiterai à vous dire que j'ai été marqué par cette milice. Nous avions un de nos concitoyens qui a été chef de centaine à la milice française en Haute-Savoie. Une famille très honorable de Cormoranche. Son père a été maire de Cormoranche. En partant, je peux vous montrer les sépultures sur un côté. Il y a ceux qui ont été tués par la résistance, puis ceux qui avaient pensé à faire autrement. Pourquoi cette milice? Pourquoi ces gens, sans porter de jugement, plaçons-nous dans les contextes, avaient choisi le camp de... Plaçons-nous dans les contextes, j'insiste bien. Ouais. Et d'autant plus puisqu'on a un de nos concitoyens, qui est une sépulture à Cormoranche, qui était un notable de la milice française.
C'était pas seulement les Allemands, madame. C'était pas seulement les Allemands. C'était les Français. Mais j'ose pas dire. Qui étaient pétainistes, par exemple. Le maréchal Pétain vient en visite officielle à Bourg-en-Bresse les 12 et 13 septembre 1942. À l'été 1944, les Allemands se sont pris en étau. Les maquisards entreprennent des actions de sabotage visant à ralentir les convois allemands. Les exactions se multiplient dans la région, avec en arrière-plan les dénonciations et tortures de la milice de Mâcon. Les civils sont malheureusement les victimes expiatoires des succès militaires des maquisards. Le 21 août 1944, vers 12h30, une échauffourée a eu lieu à proximité de chez moi, entre un convoi allemand et des partisans de la résistance. Pendant la fusillade, des soldats allemands se sont dissimulés dans la cour de mon habitation pour s'abriter et pour faire le coup de feu. C'est pendant ce temps que plusieurs d'entre eux sont rentrés à la maison, nous ont fait sortir de la cuisine et alignés contre le mur devant le bâtiment. Pendant que plusieurs Allemands nous tenaient sous la menace de leurs armes, un autre s'est approché du paillis, auquel il a mis le feu. Si notre habitation n'a pas été incendiée, c'est bien par miracle. Après ces faits, les Allemands nous ont emmenés tous sur la route auprès de leur véhicule, où après avoir fait passer mon mari derrière le camion, un Allemand l'a blessé mortellement d'une balle dans la tête. J'ai été épargné, de même que ma petite fille Nicole Broyer, âgée de 5 ans. Aucune autre voie de fait ou brutalité n'a été exercée contre nous, et les Allemands sont partis sur Mâcon sans plus s'occuper de nous. Je ne crois pas qu'il y ait eu des témoins de cette scène, car chacun se cachait comme il le pouvait. Quelques voisins sont arrivés après le départ des Allemands et sur mes appels. Mon mari est décédé le même jour, à 22h30, à l'hôpital de Bourg, où il avait été transporté. Mon mari a été ramené à Saint-Cyr-sur-Menthon, où il a été inhumé le 24 août 1944. Alors, ce 21 août 1944, j'avais 5 ans, journée inoubliable, et j'étais avec mes grands-parents. Nous avions du terrain en face, j'étais avec mes grands-parents, et lorsque nous avons vu arriver un camion militaire d'Allemands, qui a été intercepté par une poignée de maquisards qui étaient cachés derrière un bosquet. Ils pensaient qu'il n'y avait qu'un camion, qu'ils allaient pouvoir le neutraliser, mais il est arrivé une vingtaine de camions supplémentaires. Alors là, nous voyons ça, nous sommes rentrés à la maison. Et là, vous voyez, les Allemands se sont déchaînés, ils nous ont tenus en respect contre un mur. Enfin, nous étions alignés, ma grand-mère, mon grand-père et moi, contre le mur. Bon, au bout de quelques temps, ils sont partis, les camions sont partis, et avec le dernier camion, ils ont emmené mon grand-père, ils voulaient l'emmener avec eux dans le camion, et il s'est sauvé. Et là, ils ont tiré, ils l'ont abattu. Et en plus, deux autres voisins
qui ont été abattus de la même manière. Je vous dirais que j'ai eu peur des camions pendant très longtemps. Les Allemands ont attaqué le maquis. Mais les Allemands, ils ont perdu plus de 100 personnes. La fusillade durera de 2h à 2h30. Elle fut intermittente. Elle se déroule principalement dans les prés entourant la maison de M. Berger-Claudius, lequel s'était fermé à clé dans sa maison, mais qui surveillait néanmoins le déroulement des opérations. Les maquisards eurent nettement l'avantage. Après une demi-heure de combat, les miliciens cherchent à se regrouper et repartir en quart, dont 2 sont dans le chemin creux, le 3e à découvert à la bifurcation. Ce dernier, non protégé par le talus, est durement touché. Les blessés crient au secours. Ils se sont trouvés dans un chemin creux. Les cars qui amenaient les Allemands pour attaquer les maquisards se sont trouvés piégés. C'est une... Parce que même que ce soit des Allemands, moi, plus tard, bien plus tard, ça me faisait aussi mal que si ça avait été des Français. Depuis le 1er juin, sur les ondes de la BBC, on ne cesse d'entendre des messages personnels. Les carottes sont cuites. Les dés sont sur le tapis. Le 5 juin, à 21h, les chefs de maquis entendent la suite du poème de Verlaine. Les Français parlent aux Français. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Le général de Gaulle interviendra dans un discours radiodiffusé depuis Londres le 6 juin 1944. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. C'est l'annonce du débarquement des Alliés en Normandie et la mise en action des différents plans. Le plan vert est lancé dans la région. Il vise à saboter des voies de communication afin de ralentir l'armée allemande. À Vona, comme dans de nombreuses communes du sud de la France, c'est le plan rouge qui est mis en œuvre. Les résistants à Vona ont décidé, quelques jours avant le 12 juin, de sortir et donc d'investir le village. Et donc ils ont déclaré, le matin du 12 juin 1944, la commune de Vona libérée. Ils ont déclaré qu'on entrait en 4e République et que donc la zone n'était plus occupée. Évidemment, les Allemands n'ont pas laissé faire. Ils étaient renseignés, puisqu'on a su après qu'ils avaient des listes de résistants qui sont venus chasser lorsque le 12 juin ils ont débarqué à Vona. Et le meilleur exemple, c'est qu'ils ont assassiné un vieux monsieur de 70 ans qui s'appelait Monsieur Brun, qui n'était pas du tout résistant, mais qui était un homonyme en fait. Donc quand ils sont arrivés à Vona, ils ont débarqué chez lui, miliciens et soldats allemands. Ils lui ont demandé si c'était bien Monsieur Brun, il a répondu oui, et ils l'ont abattu de sang-froid, sans autre forme de procès. Les troupes allemandes et la milice venaient de Mâcon, et donc ils étaient renforcés par des miliciens qui venaient de Bourg. Et donc tous ces troupes se sont retrouvées au nord de la commune, en haut de l'avenue de la Gare, et ils sont tombés en première confrontation avec 3 Vonassiens, jeunes Vonassiens, qui n'étaient pas résistants, qui étaient des paysans, qui avaient été réquisitionnés par la résistance pour faire des trous sur la route, pour empêcher les Allemands de passer. Les Allemands ont ensuite progressé dans le village depuis le nord pour arriver vers le centre-ville. Les maquisards et résistants présents, qui étaient à peu près une centaine dans le village, ont essayé de les empêcher de progresser, notamment dans l'avenue de la Gare et surtout vers le moulin Convert, vers le champ de foire, mais c'était impossible, ils étaient trop mal armés, pas assez nombreux, pas aguerris, ils n'avaient pas la tactique militaire qu'avaient les troupes allemandes. Également, en descendant plus au sud du village, après le cimetière, ils vont descendre un jeune maquisard qui faisait en moto la liaison
entre le centre du village et les bois de Béau, où il y avait un PC de maquisards. Ils ont attrapé 2 maquisards résistants qui s'appelaient Tripot et Lafay, qui s'étaient cachés au cimetière. Ils les ont attrapés et ils les ont fusillés. Et c'est là qu'il y a eu un miracle, en quelque sorte, puisque M. Tripot, lui, n'est pas mort. Il a pourtant reçu une balle de fusil dans la tête. Il a une 2e balle de pistolet pour l'achever. Et en fait, c'est son œil, sa manche et son œil qui ont arrêté les balles. Et donc, finalement, il a été laissé pour mort alors qu'il a survécu. Il est mort il y a quelques années seulement, à un âge assez avancé. Dernière victime, mais en fin d'après-midi, Monsieur Jory, qui était un brave monsieur de 75 ans, qui n'avait rien demandé à personne. Les Allemands avaient commencé à piller certaines maisons du village, à en incendier certaines. Et ce monsieur, lorsque les Allemands ont débarqué chez lui, il n'a pas voulu se laisser faire, notamment ils ont voulu lui prendre sa montre. Il a résisté et donc il a reçu une balle dans la tête également pour qu'on lui prenne sa montre. Et on a un témoignage de première main puisqu'il y avait une jeune femme qui avait 18 ans, donc, qui s'appelait mademoiselle Marie-Rose Frère, dont les parents étaient commerçants sur la place Ferdinand Avona, donc elle était au cœur du spectacle, si on peut dire. Et donc, elle a vu ces troupes allemandes stationner sur la place, toutes les femmes et les enfants du village et les vieillards rassemblés sur la place, avec une incertitude sur ce qu'ils allaient devenir. On a entendu une explosion formidable. La maison là où habitaient mes parents, où j'habitais moi, ça a cassé toutes les vitres qui étaient exposées du côté ouest, là. Le lendemain matin, j'ai dit à mon père, mais c'est pas possible, il disait encore nuit, hein. C'est le pont qui vient de sauter. On me dit, penses-tu, c'est à Mâcon, il faut sauter le pont de Genève. Je dis, attends, je vais voir. Je vais au bord de Saône, plus de pont. Alors, complètement coupé, il n'avait pas sauté un petit peu. Hein. Tout le pont sauté, toutes les piles couchées, des énormes massifs de maçonnerie, étaient tous couchés, hein. Plus rien. En ce qui concerne pour moi-même, j'ai tellement entendu parler de cette affaire, de l'arrestation de la rafle d'août 1944 à Cormoranche, dont un résistant sédentaire habitant en baie, Joseph Chevret, il a été arrêté avec d'autres, une vingtaine de personnes, dont la plupart ont été libérées le soir. Par contre, 5 personnes ont été retenues, et notamment lui, puisqu'il a été sévèrement battu. Le rapport est assez conséquent. C'est le rapport des témoins de ceux qui ont assisté à Mâcon, aux scènes de torture. Puisque le lendemain, lorsqu'ils sont revenus à Baie, Chevret était mort. Il était enroulé dans un sac. Le cadavre a été balancé en bordure de la route d'Arcia. Alors les miliciens s'énervent. Ils lui ordonnent de se mettre nu. Chevret ne bouge pas. Ils prennent la ceinture et le secouent jusqu'à ce que le pantalon tombe à terre. De grandes douleurs au ventre s'ensuivent. Arrachant des cris rauques, Chevret est couché à terre, sanguinolent, mouillé de sueur. L'ordre lui est donné de se mettre au garde à vous. Il se lève avec peine et se tient debout. Pendant toutes ces scènes, nous devrons regarder. Baiser lui dit de causer, car il est pris. Chevret ne dit rien, ne nomme personne. On lui brûle les parties et les pieds avec un briquet, le dos avec une cigarette. Rien n'y fait. On lui donne à boire. Il a très soif et boit beaucoup d'eau. Mais de nouveau, on tape, et s'il tombe, on le relève par les cheveux à coups de pied. On lui pique les épaules avec des aiguilles à coudre. Les miliciens constatent qu'ils en ont déjà vu des durs, mais comme celui-là, il est dur, ce salaud-là. À quelques jours de la libération, un
climat tendu règne sur la Vesle. Bâtiments incendiés, exécutions sommaires, destruction de ponts, de gares. À l'annonce du débarquement en Provence, les Allemands se préparent à la fuite. Dans les rues de Mâcon, on assiste alors à leur repli, camouflant leurs véhicules de branche afin de ne pas être attaqués par les avions. En fuyant, les Allemands en déroute détruisent une arche du pont de Saint-Laurent à Mâcon et incendient le café de la Samiane à Pont-de-Vesle. Ça, c'était une angoisse. Tous les jours, on apprenait qu'il y avait eu une fusillade à tel endroit, il y a eu des tués dans Millefeuille, une ferme, ou bien il y a eu un accrochage sur la route, il y a eu des tués de chaque côté. Mais on ne savait pas bien ce qu'on allait avoir le lendemain. Le 4 septembre, les Américains arrivent. C'est enfin la libération. Une libération au goût bien amer pour certains. Et notamment, beaucoup d'habitants de Cormoranche se sont rendus sur Griège, à Faty, où la colonne de libérateurs a stationné avant de partir sur Crotté. On nous a dit, oh, ça y est, les Américains sont là. Mais il fallait aller à Griège pour les voir. Alors, mon avis, c'était les voir à Griège. Mais c'était des Américains. Et puis le lendemain, on a eu les Français qui avaient débarqué en Provence, qui passaient de ce côté-là, côté de Crèche, sur la nationale. Après, ça a été fini. La première division de blindés entre dans Mâcon par la Nationale 6 le 4 septembre. On voit passer les chars Joffre, Foch, Turenne, Condé, Villars, Vauban et Lyotet. Monsieur Michaud est monté chez Monsieur Gazelle où il battait à la machine. Il a fait comme ça, et puis il est monté sur le batteur en disant à Monsieur Degletagne, qui était le propriétaire de tout ce matériel, il dit « Michel, je me rappelle de Pérénon, hein. Tu pourrais pas arrêter ta bécane là? Il y a les Américains, ils sont à Châtillon. » On les a vus descendre. On était à Marmont pour aller sur la route de Neuville-Vonat. Il y a un petit kilomètre. Neuville-Marmont, il y a 1 kilomètre. Tout le monde s'est rassemblé au village de Marmont, au hameau, et on est tous descendus sur la route. Tous. Et là, c'était la joie. Donc en 1944, alors là, j'ai des souvenirs et le plus fort, c'est la libération de Paris, où tout le monde était dans la liesse et moi,
je pleurais sur le chemin à Crottet. Je pleurais mon père. Les fêtes d'après-libération se multiplient. À Mâcon, rue Victor Hugo, le cortège de la libération déambule, à l'endroit même où défilait la milice quelques mois auparavant. Mais ça, c'est mon sentiment. Il était très charismatique, mon père à Crottet. Il avait fait, en tant que maire, déjà, il était très aimé. Et d'ailleurs, il y a un beau texte qui a été écrit par l'adjoint de mon père à la mairie de Crottet, disant que ce 19 août, c'était les moissons, et que la nouvelle s'est répandue de champ en champ. L'intensité des émotions est encore palpable aujourd'hui. Joie et peine sont mêlées au moment de la libération. Cette guerre aura laissé des marques indélébiles dans l'histoire des proches de résistants. Ses pères, ses sœurs, ses grands-parents seront toujours des héros dans le cœur de leur famille. Je suis fier de mes parents, mes sœurs, des beaux-frères, parce qu'ils étaient militaires. Oh, mais de tout. Mes sœurs, ma mère, tout. Parce que c'était dans le sang. Moi, maintenant, si j'ai ça, là, c'est parce que j'aime pas les violents. De toute façon, je pense que ces familles, toutes ces familles-là, à la libération, bien sûr, ça a peut-être été un soulagement, mais en même temps, ça a été beaucoup de pertes. Et c'est vrai que, comme mon grand-père qui s'est battu, en fait, on se dit, bien sûr, il est mort pour la France, c'est bien, il en fallait. Mais les enfants, quand après, sans leur papa, quand on est petit, c'est difficile, quoi. Donc après, ma maman, bien sûr, son papa, c'était... Et donc il faut passer le flambeau parce que c'est important. C'est important rien que pour la mémoire de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, tout ce qu'ils ont fait. Donc il ne faut pas y oublier. Les dires et ce qui m'a été raconté n'a été raconté que par bribes, comme si c'était trop dur pour eux à vraiment expliquer. Le souvenir que je garde de mon oncle, ça n'était pas quelqu'un qui avait participé à la résistance, mais comme quelqu'un qui était un gymnaste de grand talent. Mais je vous ai dit l'essentiel, hein. C'est que c'est un jeune de 18 ans qui a laissé sa peau, quoi. Voilà. Et puis les parents en ont pris pour la perpétuité, hein. J'ai toujours vu ma grand-mère triste. Toujours, toujours, toujours. Ça... Comme ça, hein. Ouais. Pour moi, mon père, c'est le héros. Hein, voilà. Pour moi, mon père, il a donné sa vie pour qu'on soit libre. C'est très fort, hein.